Je suis Thomas de Chevigny. Notre webinaire va commencer dans quelques instants. Vous êtes nombreux à nous avoir rejoints autour de ce webinaire. Je vous remercie de votre présence virtuelle autour de ce sujet intéressant. Je suis accompagné aujourd'hui de Cédric Godefroy, qui est un chef de projet et un expert fonctionnel sur la mise en place de solutions Odonnet chez nos clients organisations professionnelles. Il apportera son expertise et ses conseils pour vous parler des bonnes solutions, des bons conseils pour initier un projet CRM dans votre association professionnelle. Je vous demande encore quelques instants, le temps que les dernières personnes puissent nous rejoindre, et puis nous allons démarrer. Juste d'un point de vue pratique, vous avez dans la plateforme Livestorm qui nous sert à animer ces webinaires, vous avez plusieurs options, en particulier des options de chat, qui vous permettent de interagir avec le webinaire et de poser vos questions. Vous avez aussi un onglet questions qui sert un peu à la même chose. Peut-être que on se dit qu'on va plutôt utiliser par faciliter la fenêtre de chat. Isabelle Gray, que un grand nombre d'entre vous connaissent déjà, qui travaille avec Cédric et moi. Bonjour. Bonjour Isabelle, est présente aussi pour ce webinaire et pourra donc répondre en live à certaines des questions, ou tout du moins m'alerter si vous aviez des questions. Et on a aussi quelques sondages, peut-être qu'on vous les soumettra, donc n'hésitez pas à interagir avec nous. On aura aussi un temps de questions-réponses à la fin, donc on pourra aborder des sujets qui auront été remontés lors du webinaire. Il est maintenant 11 heures et je vais donc démarrer ce webinaire. Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, je vous remercie encore une fois d'être présents pour ce webinaire qui a pour thème comment initier un projet CRM dans votre association professionnelle. Je rappelle que je suis Thomas de Chevigny, je suis accompagné de Cédric Godefroy qui est un chef de projet et expert fonctionnel sur la mise en place de solutions Odonnet chez nos clients organisations professionnelles, qui a donc une expertise forte sur vos métiers et votre activité. On l'entendra peut-être un peu moins, mais elle est bien présente. Il y a aussi Isabelle qui sera chargée de tenir le décompte des questions et répondra à vos questions via le chat ou via les questions. Merci encore. Et puis, donc, nous allons démarrer ce webinaire par une courte présentation de la société Odonnet, de façon à ce que vous ayez une petite idée, ou tout du moins une première connaissance de qu'est-ce que la société Odonnet fait pour ses clients, comment est-ce qu'elle agit, qu'est-ce qu'elle représente en termes de surface et de couverture géographique. Donc, le groupe Odonnet, c'est un acteur un peu particulier parce qu'il est à la fois éditeur et intégrateur. C'est une double casquette qui est très différenciante par rapport à d'autres de nos concurrents. Hein. C'est-à-dire qu'on est à la fois concepteur de la solution qu'on commercialise, mais aussi intégrateur. C'est-à-dire que ce sont nos équipes, dont Cédric fait partie, qui interviennent pour mettre en place les solutions chez nos clients. La société est une société qui est basée en France, avec une forte implantation européenne. Le siège social est en région parisienne à Courbevoie, mais nous avons aussi une filiale en Angleterre, une récente acquisition aussi aux Pays-Bas. Et puis en région, en France, nous avons des bureaux à Lyon, à Marseille et à Saint-Malo. Nous sommes présents aussi en Amérique du Nord par le biais d'une filiale qui est basée à Montréal au Canada et qui compte aujourd'hui une quinzaine de collaborateurs. L'entreprise représente aujourd'hui 220 collaborateurs, le groupe, et parmi ces collaborateurs, 110 sont des consultants spécialisés, des garçons et des filles ou des jeunes femmes ou des femmes qui, à l'image de Cédric, mettent en place des solutions chez nos clients et les accompagnent au quotidien pour mettre en place leurs solutions. Aujourd'hui, l'entreprise Odonnet compte environ 1400 clients actifs, ce qui représente environ 40 000 utilisateurs qui sont présents, qui représentent le drapeau Odonnet dans 40 pays. Nos implantations ne sont pas dans 40 pays, mais nos clients, eux, ont une implantation internationale. Nous sommes membres du Syntec numérique, mais aussi de la French Tech. Voilà pour la présentation de la société. Alors,
quel est le métier d'Odonet? Son métier, sa mission, hein, c'est de mettre à disposition de ses utilisateurs un environnement logiciel collaboratif qui permette à une structure, à une organisation, à une entreprise de pouvoir capitaliser sur la relation que cette organisation a avec ce que je vais appeler son écosystème. L'écosystème, c'est votre réseau professionnel. C'est les contacts, les personnes physiques, mais aussi les entreprises ou les structures, on va dire les personnes morales, hein, pour être le plus général possible, qui sont qui gravitent dans votre réseau professionnel. Alors vous voyez, hein, les termes que j'ai utilisés sont des termes qui regroupent beaucoup d'acceptation. Et du coup, pour adresser efficacement nos marchés et pour apporter un service très personnalisé à nos clients, Eudonet a fait le choix de verticaliser et de s'organiser en pôles d'expertise. Parmi les pôles d'expertise qui sont mis en avant par Eudonet, hein, on a le pôle d'expertise qui est dédié aux entreprises. Et dans ce cas-là, effectivement, les solutions Eudonet mises en place sont des solutions qui ont une vocation très commerciale, avec des entreprises qui vont vouloir gérer en termes d'écosystème des clients, des prospects, des partenaires dans des processus qui vont être des processus grosso modo et bien souvent très axés sur la partie commerciale. On travaille aussi beaucoup avec le secteur public. Alors dans le secteur public, le mot commercial va être quelque chose qui va être moins présent, hein. On va plutôt parler de gestion de la relation citoyen. Pour autant, hein, c'est bien le même outil Eudonet qui va être paramétré, mais pour le besoin des organisations de type secteur public. On est très présent, par exemple, dans les chambres de commerce et d'industrie, dans les collectivités locales et territoriales, pour la gestion du protocole ou la gestion de la vie associative pour les mairies et les services publics. Et puis, c'est ce qui nous rapproche aujourd'hui, hein, nous sommes aussi très présents, c'est pratiquement le marché qui représente le plus d'importance chez Eudonet aujourd'hui, c'est le marché qui est dédié aux associations, aux organisations professionnelles, mais aussi aux associations caritatives. Vous avez ici quelques exemples hein, d'organisations professionnelles qui utilisent la solution Eudonet pour gérer leurs relations avec leurs adhérents. Aujourd'hui, ce vertical représente environ 200 à 250 associations qui vont exploiter la solution Eudonet pour gérer leurs relations avec leurs adhérents. C'est un vertical, hein, une spécialité, hein, on va dire une expertise qu'on développe depuis maintenant quasiment une dizaine d'années et qui nous donne une vraie légitimité hein, sur ce marché et qui fait, je pense qu'on peut le dire, de nous un vrai leader sur ce type de solution, en tout cas sur le marché européen. Alors, qu'est-ce que Eudonet fait pour ses clients et qu'est-ce que la solution Eudonet apporte à ses clients? La première chose, je pense que c'est très important, c'est d'abord de pouvoir proposer une solution collaborative qui permette de centraliser vos contacts, de pouvoir mettre à disposition de vos collaborateurs, des permanents, des gens qui travaillent avec vous, une base partagée avec des référentiels partagés de contacts et d'organisation. L'objectif, c'est d'avoir une source d'information et pas comme on peut de temps en temps l'avoir et qui sont souvent des sources on va dire d'insatisfaction, des tableaux Excel un peu à droite à gauche ou de multiples applications dans lesquelles beaucoup d'informations sont croisées, sont doublonnées et de temps en temps difficiles à réconcilier. Donc, c'est vraiment le premier objectif. L'objectif suivant, c'est que lorsqu'on va avoir ce référentiel qui va être construit, on va pouvoir communiquer et fédérer. C'est-à-dire qu'on va pouvoir optimiser la communication, on va pouvoir diffuser de l'information. Hein, c'est un des premiers métiers des organisations professionnelles, des associations, c'est d'animer son réseau. Donc ça, Eudonet propose des fonctionnalités standards qui vont vous permettre de diffuser de l'information, que ce soit par le biais d'emailing, bien évidemment, mais aussi, pourquoi pas, de publipostage et éventuellement hein, de SMS, hein, pourquoi pas, hein, par le biais de l'extension SMS que nous proposons aussi. Le nerf de la guerre, bien évidemment, hein, la solution Eudonet va permettre aussi de gérer tout ce qui est les processus, on va dire, de gestion propre à une organisation professionnelle, une association, une fédération. C'est la gestion des adhésions, des cotisations, le renouvellement des campagnes de cotisation, la génération des factures, éventuellement les liens avec la comptabilité, tous ces processus de gestion qui sont des processus qui sont très critiques et qui, pour autant, demandent beaucoup de temps et qui gagnent vraiment à être industrialisés.
Le point suivant, ça va être effectivement les fonctions d'organisation, ce que je vais appeler, pourquoi pas, de la démocratie interne. Une organisation professionnelle, une fédération, une association va avoir sa gouvernance avec ses commissions, avec ses instances qui se réunissent régulièrement, qui font avancer le schmilblick. Eh bien, pour pouvoir gérer tout ça et pour pouvoir permettre aux adhérents de se retrouver facilement et de avancer sur des sujets de défense, de sauvegarde, de mise en avant de l'activité ou du secteur, eh bien, il faut disposer d'un outil qui vous permette de gérer vos commissions, vos groupes de travail, d'organiser facilement vos commissions et vos réunions, de pouvoir gérer tous ces éléments-là. Partager l'information, encore une fois, hein, le rôle d'une organisation professionnelle, c'est d'animer son réseau et ça passe aussi bien sûr par du partage d'informations. Eudonet propose des solutions qui vous permettent de centraliser des bases documentaires, de pouvoir les diffuser en interne comme en externe. On va pouvoir aussi simplifier la gestion commerciale. Alors, si beaucoup d'organisations n'ont pas forcément de vocation commerciale, un certain nombre d'entre elles, et ça a tendance à se développer, développent quand même une activité commerciale annexe, comme de la vente de publications, de la vente de places sur des salons, de la vente d'expertise, de la vente de conseils, de la vente de formation, et donc des fonctionnalités qui vont permettre de gérer, de gérer les aspects commerciaux, comme tout le cycle de gestion commerciale qui part du devis jusqu'à la commande, en passant par la facture et aux avoirs. Eh bien, ce sont des solutions qui sont proposées par Eudonet et qui vous permettent, encore une fois, de centraliser ce processus dans un seul outil. Gérer les sollicitations, hein. Souvent, nos clients utilisent la solution Eudonet pour apporter un service à leurs adhérents et en particulier une expertise particulière. C'est ce qu'on peut appeler un RSVP. C'est de pouvoir centraliser les sollicitations ou les questions que vous remontent vos adhérents et de pouvoir y répondre et garder la mémoire des réponses qui sont apportées, éventuellement détecter les signaux faibles, hein, en fonction des questions qui sont posées de manière récurrente. Organiser les formations. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très souvent demandé par nos clients. La formation correspond à un service particulier, mais qui a aussi ses enjeux en termes de suivi administratif. La solution Eudonet peut vous apporter des solutions dans ce cadre-là. Et puis enfin, des fonctionnalités de sondage. Hein, encore une fois, hein, l'objectif d'une solution comme Eudonet, c'est de pouvoir mettre à disposition des fonctionnalités qui vous permettent de rester proche, hein, et de pouvoir garder le contact avec votre écosystème. Un outil de sondage qui permet de poser des questions, de valider des hypothèses de travail. C'est quelque chose qui est très apprécié. Et Eudonet propose une fonction de génération de vos propres sondages que vous pouvez ensuite diffuser via Eudonet. Alors, vous voyez, hein, toutes ces fonctionnalités, elles ont pour unique objectif d'offrir aux collaborateurs et aux permanents d'une association ou d'une fédération ou d'une organisation professionnelle, ça a pour vocation à offrir une application qui donne une vision à 360 degrés de qu'est-ce que, en tant que permanent, en tant qu'équipe, vous avez sur votre écosystème. Vraiment une vision à 360, de façon à pouvoir se dire, tiens, Monsieur Leroy, qui travaille dans la société Durand SA, eh bien, est adhérent depuis 5 ans, paye tel montant de cotisation, participe à telle commission, m'a posé telle question, a suivi des formations, s'est impliqué. Cette vision 360, elle va vous permettre d'être toujours plus réactif et même proactif et d'apporter toujours plus de services à vos adhérents. Et c'est vraiment l'objectif d'un outil comme Eudonet, un outil CRM, c'est de pouvoir vous apporter ce type de vision qui va vous permettre de dégager du temps pour des tâches à valeur ajoutée. Un dernier point, et puis ensuite on partira sur vraiment la manière d'initier un projet CRM, c'est que la solution Eudonet, elle permet aussi de s'interfacer avec d'autres briques de votre système d'information. Ces briques, elles sont bien souvent des briques externes et en particulier votre site web ou un extranet dédié, de façon à permettre à vos adhérents d'interagir avec vous, non plus par le téléphone, même si c'est bien sûr toujours possible, ou les mails, mais aussi directement via un extranet qui leur est dédié, dans lequel ils vont pouvoir mettre à jour leurs fiches, poser directement leurs questions, adhérer en ligne, payer leurs cotisations, confirmer leur venue à un événement. Et tout ça,
sans double saisie entre un système en ligne pour l'adhérent et un logiciel de gestion comme Odonet pour les permanents. Donc vraiment des interfaces importantes qu'on peut mettre en place via soit un extranet standard réalisé par Odonet, soit via une API qui permet de faire communiquer la solution Odonet avec d'autres briques de votre système d'information, et en particulier un site web, que ce soit WordPress, Joomla, Drupal et ainsi de suite. Alors, maintenant, voilà, j'aimerais rentrer un peu dans le vif du sujet et vous donner des éléments pour comment initier et pourquoi initier un CRM pour une organisation professionnelle. Et on va essayer de répondre, ou tout du moins de s'interroger sur différents points. D'abord, pourquoi faire, hein, quel est l'objectif? Une fois qu'on a défini ça, quels sont les prérequis? À quoi je dois faire attention pour faire de cette réflexion et de ce projet un succès? La question du cahier des charges. Est-ce qu'on en fait un? Est-ce qu'on n'en fait pas? Comment le faire? Pourquoi le faire? Et ainsi de suite. Ensuite, on l'a vu, hein, le CRM a une vraie vocation collaborative. Vous allez voir que le projet a aussi une dimension collaborative. C'est un projet qui implique différents acteurs, et on verra comment ces acteurs s'organisent entre eux, quel rôle il faut leur confier, qu'est-ce qu'il faut anticiper en termes de mobilisation. La manière dont on va organiser le projet, et là, effectivement, hein, Cédric pourra intervenir pour vous donner son expertise et son point de vue. Comment j'organise un projet, quelles sont les grandes phases qu'il décompose, à quoi s'attendre, quel timing, et ainsi de suite. Et puis, enfin, on conclura sur la manière d'accompagner le changement, hein, un outil comme Odonet, mais comme tout outil CRM ou comme tout outil on va dire, de gestion ou d'animation, c'est des outils qui vont avoir un impact sur la manière et la façon de travailler des permanents et des collaborateurs. Donc c'est une source de changement. Ce changement, il ne faut pas en avoir peur, il faut au contraire l'accompagner et puis le manager. Et Odonet vous sensibilise à ces aspects et vous donne, enfin on va tout du moins essayer de vous faire partager notre expérience sur le sujet, comment faire pour que ce type de projet soit une réussite et comment dire, apporte une vraie plus-value à vos organisations. Alors, d'abord, premier point, un outil CRM, pourquoi faire? Quels sont les enjeux qu'on va avoir? On distingue, enfin de mon point de vue, hein, on distingue différents enjeux. D'abord, il va y avoir des enjeux pour les permanents. Et les permanents, lorsque nous sommes amenés à les rencontrer, moi, lorsque je suis dans les phases d'avant-vente, ou Cédric dans les phases projet, qu'est-ce qu'ils nous demandent, qu'est-ce qu'ils attendent d'un projet CRM? Ça va être, on va dire, 3 points. Le premier, c'est je passe beaucoup de temps à faire des tâches administratives. J'aimerais pouvoir optimiser mes actions, gagner du temps sur des tâches très administratives. Donc ça, c'est souvent un des premiers points. Le deuxième point, c'est éviter les erreurs. Éviter les erreurs, c'est souvent, en fait, les erreurs, elles sont souvent la conséquence d'une organisation que je pourrais appeler en silo. En silo, c'est-à-dire que chaque service ou chaque métier ou chaque collaborateur va disposer de ses outils propres, que ce soit un tableau Excel ou une base Access ou éventuellement sa messagerie Outlook. Et dans cet outil qui est, on va dire, personnalisé ou propre à chacun des collaborateurs ou des services, eh bien, on va avoir des informations, mais qui vont être organisées de façon à ce que ça réponde à un besoin particulier. Eh bien, lorsqu'on va multiplier des silos, forcément, on va avoir des informations qui sont présentes dans de multiples silos, et maintenir à jour une cohérence de ces informations, ça devient compliqué, tant au terme de la gestion quotidienne que du reporting qu'on peut en demander. Donc, effectivement, éviter les erreurs, c'est un point qui est bien souvent mis en avant par nos clients. Et puis, effectivement, voilà, c'est vraiment, et ça je pense que c'est le point le plus important, c'est tous ces aspects-là vont permettre de se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée. Voilà,
l'administratif a sa vertu, est importante. Cependant, les permanents, bien souvent, les collaborateurs, bien souvent, nous disent, voilà, leur métier, c'est d'animer le réseau, c'est d'apporter de la valeur ajoutée au réseau, aux adhérents. C'est de pouvoir mettre en avant une expertise ou défendre un point de vue. C'est pas de rentrer des lignes dans un tableau Excel. Et ça, effectivement, si on peut optimiser les tâches de gestion qui sont pour autant importantes et que ces tâches de gestion ne viennent pas cannibaliser le temps consacré à l'animation et à l'apport de valeur ajoutée aux adhérents, eh bien, c'est vraiment quelque chose qu'ils apprécient. Donc ça, c'est le premier enjeu, c'est l'enjeu pour les permanents. Ensuite, on passe sur un autre plan, ça va être pour la délégation générale, hein. C'est pour le management de l'organisation. Bah, le manager, effectivement, hein, le délégué général ou son équipe d'animation, les managers, eux, leurs enjeux, ils vont se placer sur un plan un peu différent. La délégation générale, c'est vraiment la courroie de transmission entre les animateurs et les permanents et les collaborateurs de l'association, et puis les élus, hein, les élus fixent les objectifs, les orientations, et le délégué général ou la déléguée générale vont effectivement le mettre en musique. Donc, pour ce faire, eh bien, le délégué général, il va vouloir piloter plus efficacement. Et ce pilotage, il va se retrouver optimisé lorsqu'effectivement l'information va être présente dans un seul endroit. Un seul endroit avec des référentiels communs, ça va permettre beaucoup plus facilement de pouvoir générer du reporting, de pouvoir générer des indicateurs de pilotage, de pouvoir générer des rapports et de pouvoir, de cette façon, pour la délégation générale, animer beaucoup plus facilement et orienter beaucoup plus facilement eh bien, l'action des permanents pour que ça réponde aux orientations du CA. Conseiller les élus, effectivement, hein, le délégué général ou la déléguée générale vont être bien souvent, hein, comme je le disais, la courroie de transmission, et donc vont être les premiers à détecter ou à recevoir les messages des adhérents et de la population générale. Donc effectivement, à ce titre, eh bien, le délégué général doit pouvoir capter et on va dire obtenir la substantifique moelle de ces échanges avec ces différents interlocuteurs, de façon à pouvoir apporter une photographie la plus précise possible aux élus qui vont, eux, ensuite prendre des décisions politiques. Donc, effectivement, un outil qui permettrait d'avoir cette photographie la plus précise possible on va dire de l'humeur, de l'ambiance, des préoccupations, des espoirs de la communauté des adhérents, eh bien, c'est vraiment un outil qui va apporter à la délégation générale des éléments précieux pour faire jouer son rôle de conseil auprès des élus. Et puis, enfin, effectivement, hein, le conseil d'administration hein, de l'organisation va avoir un rôle, lui, très politique, très stratégique. Il va définir les grandes orientations de son mandat et puis les objectifs de développement, de défense, de fédération, du secteur représenté, eh bien, le délégué général va mettre en œuvre les méthodes, hein, on va dire la tactique, qui va permettre de déployer cette politique. Donc, effectivement, un outil qui permet de diffuser de l'information, de pouvoir communiquer, de pouvoir animer, va être un vrai vecteur de la mise en place, de la mise en musique des politiques décidées par le conseil d'administration. Et puis enfin, il y a un dernier point sur les enjeux, c'est les enjeux pour les adhérents. Les adhérents, eux, ils ne sont pas forcément directement, on va dire, concernés par la mise en œuvre d'une solution de CRM. Pour autant, ils peuvent être quand même consultés, rien que sur un point de vue politique de décision d'investissement. Mais eux, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire? Ils vont vouloir, et ça c'est quelque chose qui revient vraiment très fort, ils vont vouloir avoir des outils ou tout du moins des moyens de collaborer de manière et de partager de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus opérationnelle. Aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui évolue à très grande vitesse, on a des organisations qui peuvent être un peu pyramidales, c'est-à-dire que effectivement les adhérents vont communiquer vers leur fédération et la fédération va communiquer en retour vers le bas, vers la base. Aujourd'hui, les adhérents réclament de pouvoir partager entre eux
avec la modération, hein, de l'organisation. Donc, ce genre de choses, effectivement, c'est des choses qui sont importantes et qui vont trouver aussi, hein, leurs échos et leurs écueils dans une solution de CRM. Ils vont vouloir aussi peser sur le débat. Et pour peser sur le débat, hein, c'est super d'avoir des bonnes idées, d'avoir des points de vue à faire valoir. Encore faut-il pouvoir disposer des outils pour les faire valoir, donc des outils de communication moderne, des outils de diffusion de l'information moderne, des outils de reporting sur l'impact des communications. Donc tout ça, c'est des choses qui vont avoir de l'importance. Et puis aussi défendre et faire valoir son point de vue, hein, encore une fois. Eh bien ça, pour ce faire, il faut d'abord le définir, son point de vue. On va le faire par le biais de commissions, d'instances de gouvernance. Eh bien, on doit pouvoir se réunir facilement, que ce soit en mode présentiel ou en mode virtuel. Hein, ça se développe énormément ces derniers temps. Et donc, ça, c'est aussi des vrais enjeux, hein, de la mise en place et qui peuvent pousser. Et donc, l'objet de ce slide, c'est vraiment de pouvoir se dire que les objectifs, hein, et pourquoi faire un CRM, vous voyez qu'on va répondre à des problématiques qui sont différentes pour chacun des points de vue, hein, des acteurs, hein, les permanents, la délégation générale, les adhérents, mais pour autant, hein, qui vont pouvoir se réconcilier, enfin tout du moins c'est le conseil qu'on peut apporter, qui vont pouvoir se réconcilier dans un outil collaboratif global. Deuxième point, c'est voilà, quel prérequis? Est-ce que je déroule une petite checklist avant de me lancer? Qu'est-ce que je dois mettre, qu'est-ce que je dois vérifier avant de me lancer ou d'initier ma démarche CRM? D'abord, l'objectif d'une solution CRM, c'est de développer la collaboration. La collaboration, bien sûr, entre les permanents, de façon à pouvoir mettre l'information en commun, mais aussi de développer la collaboration avec votre écosystème. Donc, il faut que ce projet ne soit pas un projet qui ait uniquement une dimension technique ou informatique. C'est vraiment un projet d'entreprise et il faut que cette volonté, elle soit partagée par tous, elle soit portée par la délégation générale et éventuellement le conseil d'administration, et que sur lequel vous allez pouvoir impliquer des pilotes, des collaborateurs référents qui vont, diffuser cette volonté et lui mettre des objectifs. Deuxième point, c'est effectivement des objectifs clairs et mesurables. On en parlait, hein, mais effectivement, se dire, voilà, je veux mettre un CRM pour optimiser ma performance, c'est génial, c'est un objectif qui est très bien, mais de quoi on parle? Quelle performance? Est-ce que c'est ma performance administrative? Est-ce que c'est ma performance en communication? Est-ce que c'est un ensemble de ça? Donc, quand on dit on veut optimiser la performance, eh bien, vraiment, ce qu'on vous invite, c'est de éclater ce mot performance de façon à voir qu'est-ce que vous entendez dans performance et de pouvoir définir des objectifs qui vont être suffisamment concrets pour que chacun y voit son intérêt et mesurable parce que bien il faut que aussi on puisse juger de l'atteinte de ces objectifs et éventuellement de pouvoir les réajuster le cas échéant. Il vous faut aussi un retour sur investissement quantifiable. La mise en place d'une solution CRM implique un investissement. Cet investissement, il est de deux termes, hein, sur deux plans. Un investissement financier, effectivement, la mise en place d'une solution implique bien souvent la souscription de licences ou d'abonnements, implique aussi une mise en œuvre de projet. C'est souvent un projet avec du temps qui est facturé par le prestataire comme Odonet, hein, par exemple. Ça implique aussi la mise en place de formation, donc ça aussi c'est un budget à anticiper, mais c'est aussi un investissement interne. Le temps de mise en place de cette solution, le temps de réflexion, tant en amont que pendant le projet, que ensuite après, c'est des tâches qui vont s'ajouter à vos tâches aujourd'hui quotidiennes. Donc effectivement, c'est un investissement qui est important, enfin tout du moins qui a un rôle important. Et du coup, c'est important de se mettre des objectifs, c'est-à-dire se dire, je mets en place une solution. Mon objectif, c'est de pouvoir diviser par 2 mon temps de collecte de mes données annuelles, ou de diviser par 2 ou par 3 mon temps de gestion sur la gestion des adhésions et des cotisations, ou de pouvoir maximiser mon audience. Hein. Je veux que mes emails soient plus lus, et ainsi de suite. Donc,
c'est vraiment avoir des objectifs et surtout un retour sur investissement quantifiable, hein, qui permet de juger de la valeur de cet investissement. Et puis, dernier point, c'est un planning réaliste. Un planning réaliste, pourquoi? Parce que un projet, il y a un début, il y a une fin. Il peut y avoir différentes phases. Il peut y avoir, on peut le partager en différents éléments, mais je pense que Cédric ne me contredira pas dans ce coin-là. Un projet qui durerait trop longtemps, c'est un projet sur lequel on prend des risques, vous, clients, et nous, éditeurs et intégrateurs, des deux côtés. Donc, effectivement, s'entendre sur un planning. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil, qui est vraiment le reflet de ce qu'on peut avoir comme expérience, hein. Je crois encore une fois que Cédric, tu me contrediras si j'ai des bêtises, mais un projet qui s'étalerait sur, on va dire, 1 mois et demi jusqu'à 3 mois et demi pour un projet, on va dire standard, c'est quelque chose qui est réaliste, c'est quelque chose qui est, on va dire, encaissable ou tout du moins absorbable par les équipes, et puis qui donne un horizon qui est suffisamment proche, de façon à garder une vraie dynamique du projet. Exactement. Oui, Thomas, donc je rejoins Thomas sur cette partie. Donc, il est vrai que on peut avoir une vision globale d'un projet et pouvoir le lotiser pour garder l'adhérence en fait de votre équipe projet sur ce projet. C'est-à-dire qu'on peut démarrer, par exemple, la partie écosystème et adhésion, et ensuite mettre en place toute la partie des commissions. Ce qui fait que les personnes ne perdent pas l'adhérence sur des projets qui pourraient durer au lieu de durer 1 mois et demi et 3 mois, ça peut durer entre 6 et 8 mois. Et en fait, ça vous permet notamment de pouvoir démarrer assez rapidement sur l'outil et surtout embarquer les fonctionnels sur votre projet. Donc ça, c'est très important. Oui, je te rejoins beaucoup, Cédric, parce qu'effectivement, hein, nos clients nous le disent beaucoup, hein, c'est-à-dire que la stratégie du Big Bang, où on remplace tout en une seule fois, peut avoir quelques attraits, mais représente, à notre sens, souvent un risque important. Et lorsque on en discute avec nos clients et qu'on définit avec eux la stratégie pour mettre en place leur projet, effectivement, lorsqu'on détecte que le projet implique beaucoup de volets fonctionnels différents, eh bien, on va leur proposer, et bien souvent, c'est une solution qui est retenue, c'est d'allotir le projet, hein, de le diviser, de le saucissonner en tranches, de façon à ce que, à la fin de chaque tranche, à la fin de chaque lot, eh bien, les utilisateurs puissent déjà commencer à tirer un bénéfice de la solution. On commence bien souvent, hein, et Cédric le disait, hein, par ce qui représente l'écosystème, qui est vraiment le référentiel de base. Mais déjà ça peut être un vrai facteur de succès et un facteur, alors on est dans les associations, un facteur d'adhésion, mais d'adhésion interne à l'outil. Et on le verra en dernière partie, hein, la bonne adhésion, la conduite du changement sont des éléments importants. Alors, ensuite, voilà, une question aussi qui revient souvent, c'est est-ce que je dois réaliser un cahier des charges? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que je sais pas trop comment faire le truc? Par quoi je dois réfléchir? Qu'est-ce que j'oublie ou qu'est-ce que j'oublie pas? Alors, notre conseil, enfin tout du moins l'éclairage qu'on peut apporter à ce sujet, il a plusieurs briques, hein. La première chose, c'est effectivement, lorsque c'est écrit, c'est noté et on l'oublie pas. Donc, formaliser, ça a toujours pour comment dire, pour vertu de pas oublier. Quand on se l'est écrit, quand on se l'est dit, ça c'est beaucoup mieux que quand on se l'est juste échangé par oral. Quand c'est écrit, voilà, les écrits restent. Donc, formaliser pour rien oublier, c'est vraiment quelque chose d'important. Formaliser pour impliquer. Dès qu'on va commencer à se mettre autour d'une table pour réfléchir à la manière ou aux enjeux de son CRM et de son système de gestion de la relation adhérent, eh bien, on va avoir des points de vue différents, on va avoir des avis différents, on va avoir des stratégies ou des tactiques différentes entre les différentes personnes parties prenantes. Eh bien, le fait de s'impliquer, enfin tout du moins de formaliser un cahier des charges va permettre d'impliquer les différents acteurs et
avant même le démarrage du projet proprement dit, eh bien déjà d'embarquer des gens dans une démarche positive, et le fait de les faire participer, c'est vraiment vertueux en termes ensuite de déroulé du projet. Parce que les gens, lorsqu'on ensuite Cédric intervient pour mettre en place, eh bien les gens vont pouvoir mettre en avant les réflexions et les échanges qu'ils ont eu au préalable lors de la phase de formalisation du cahier des charges, et du coup seront beaucoup plus impliqués parce qu'ils auront eux-mêmes participé à la décision. C'est très responsabilisant. Exactement. Donc, il vaut mieux impliquer que imposer. C'est ça Même le si, maître mot dans un projet. Mais c'est vrai même, qu'il faut pouvoir imposer des idées, mais impliquer les personnes, c'est quand même très important pour la réussite finale du projet. on a aussi formalisé pour définir les priorités. Ça, bah voilà, c'est quelque chose qui est important. C'est que lorsqu'on on se met autour d'une table et qu'on se dit, bah voilà, on a besoin de moderniser nos outils, on a besoin de réfléchir plus avant, eh bien, on peut rapidement arriver à ce que les consultants et Cédric appellent souvent la liste au Père Noël, c'est-à-dire tout un tas de trucs Exactement. qui ont toutes leurs vertus, tous leurs intérêts, et du point de vue de chacun va avoir une importance. Bah, le fait de formaliser, ça permet aussi de se dire, ok, quels sont les points sur lesquels on a un consensus, qu'est-ce qu'on va mettre en priorité. Et cet exercice de mise en priorité, il est important parce qu'il permet aussi ensuite d'optimiser le ROI. Peut-être que sur certains points, eh bien, certes, l'idée est excellente, mais elle ne concerne que une personne pour 1% de son temps. Donc, on va peut-être pas forcément lui dire non, mais on va peut-être lui dire, bah, c'est pas forcément la priorité immédiatement. On va attendre d'avoir déroulé le premier lot, le deuxième lot et le troisième lot avant de prendre en charge ce point. Et lorsque cette pédagogie du choix est réalisée, eh bien, les gens adhèrent plus et comprennent aussi pourquoi bah, ce point qu'ils ont mis en avant, qui a de l'importance pour eux, n'est pas forcément retenu dans une première phase du projet. Formaliser pour choisir, hein, bah ça aussi, hein, de temps en temps, choisir, c'est renoncer. Hein, de temps en temps, eh bien, on va se dire que certaines méthodes, certains processus doivent évoluer ou ne sont pas pérennes dans un outil comme celui-ci. Donc, on va choisir d'orienter ces processus, choisir de modifier sa fonction, sa manière de travailler, mais aussi choisir l'outil qu'on va mettre en place. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un cahier des charges ou tout le moins une expression de besoin, eh bien, ça va permettre de définir les grandes priorités, puis ensuite de s'orienter vers le partenaire qui va avoir l'outil qui va répondre le mieux. Alors, bon, en choisissant Odonnet, vous choisissez une solution qui a plein de vertus et qui répond à beaucoup d'enjeux, donc vous vous tromperez pas beaucoup. Mais si effectivement de vos ateliers préalables ou de votre réflexion, vous dites qu'il faut absolument optimiser la gestion comptable, bah, peut-être que là, plutôt que de faire un appel d'offres ou de faire une consultation sur un projet CRM, c'est peut-être un projet sur des aspects comptables ou sur une solution de gestion commerciale. Bon. En tout cas, cette question de formalisation, nos clients nous disent aussi, bah, c'est difficile, on n'est pas formé, on ne sait pas trop comment rédiger. Pour aider nos clients, on a mis en place un outil qui s'appelle un plan type de cadrage. En fait, c'est une espèce de checklist, c'est un espèce de document que l'on diffuse à nos clients et qui vont leur permettre de se poser toutes les bonnes questions et d'animer, on va dire, leur réflexion commune et collaborative pour définir leur projet CRM. Donc, je serais ravi de vous le diffuser. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de ce type de document, à nous le signifier sur le chat ou via les questions. Et puis, Isabelle prendra vos coordonnées, puis on vous diffusera ce En plan type de effet, cadrage. je prends la parole, mais en effet, j'ai l'intention de l'adresser aux participants à l'issue de ce webinaire. Donc n'hésitez pas à en faire la demande à Isabelle, à moi-même hein, bien sûr, et on vous diffusera ce plan type de cadrage. Il a plusieurs vertus, hein, il vous permet d'animer et de vous aider dans la formalisation sans oublier trop de choses. Et il est aussi pour nous, intervenant sur vos projets, aussi une aide pour nous permettre de comprendre plus facilement vos préoccupations et du coup de vous proposer la proposition de service ou la proposition logicielle qui corresponde le mieux à votre besoin. Alors, quels acteurs pour le projet CRM? Alors, sur ce point-là, je vais vraiment laisser la parole aux spécialistes. Je parle beaucoup, puis ça me permettra de boire un petit verre d'eau. Je vais me laisser la parole à Cédric, qui va vous expliquer que
voilà, lorsqu'on on a fait la réflexion initiale, on s'est lancé, on a choisi un partenaire, quels sont les gens qui vont intervenir sur le projet? Qu'est-ce que ça va impliquer? Quels vont être leurs rôles et comment les responsabiliser? Je te laisse la parole. Ok, ça marche. Donc, en premier lieu, en fait, dans votre organisation, l'important, c'est d'avoir bien sûr une équipe avec un référent projet, c'est-à-dire un référent avec lequel nous, je viendrai après, consultant fonctionnel, on aura un lien pour la bonne gestion du projet. Et surtout, dans les parties utilisateurs référents, c'est qu'il faut désigner, si possible, dans votre organisation, en fait, des personnes qui seront référents sur certaines fonctionnalités de votre association. Par exemple, des références sur la partie adhésion, des références sur la partie commission, qui nous permettront en fait de pouvoir s'appuyer pour réaliser au mieux le CRM. Donc bien sûr, moi je serai, j'espère, votre consultant fonctionnel sur votre gestion de projet. Donc moi en fait, c'est vraiment de coordonner en fait le projet avec tous les acteurs de votre organisme, mais aussi d'une autre, c'est-à-dire la partie formation et la partie technique qui arrive juste derrière. Thomas, si tu peux me les afficher. Donc voilà, donc moi je coordonne le projet et je réalise les paramétrages et toute la partie spécification. C'est-à-dire que je serai avec vous dans les ateliers pour qu'on puisse customiser votre CRM pour répondre au mieux à vos attentes. Donc voilà. Et notamment, on a une équipe de formateurs, donc les formateurs très importants, hein, puisque c'est les personnes qui vont former vos équipes à l'utilisation de l'outil. Et la partie consultant technique, c'est pour réaliser tous les paramétrages, entre guillemets, un peu plus techniques de l'application. Mais l'important, c'est vraiment au niveau de votre équipe d'avoir des référents métiers et un chef de projet qui sera vraiment impliqué dans la mise en place de l'outil. Ouais, merci Cédric. Effectivement, hein, je ne peux que confirmer ce que dit Cédric. Une bonne collaboration lors du projet, des échanges fluides. Donc, c'est le métier d'un consultant fonctionnel comme Cédric de pouvoir animer cette communauté. Sont des vrais facteurs de succès. Lorsqu'on a des clients qui sont impliqués et des utilisateurs référents qui ont été responsabilisés et auxquels on a dégagé un peu de temps pour qu'ils puissent s'impliquer dans le projet, eh bien, ce sont autant d'accélérateurs de la mise en place et d'accélérateurs du succès du projet. Cet investissement initial, plus il va être, on va dire, un investissement en termes de temps et de volonté des acteurs, plus il va être important, plus le succès apportera de bénéfices à l'organisation. Donc vraiment, voilà, on insiste là-dessus parce que c'est le métier de Cédric et je pense que voilà. Les beaux projets, les succès, les super succès, c'est vraiment des travails d'équipe entre les équipes Eudonet et les équipes de clients. Voilà, donc il faut vraiment une forte implication de notre côté et de votre côté, en fait, pour la bonne réussite du projet. Alors, là aussi, Cédric va nous faire part de son expertise. Comment est-ce qu'on met un projet CRM en place, hein, vous allez voir, les phases sont assez simples à comprendre et puis elles se déroulent de manière un peu linéaire, mais ça permet de bien comprendre ce qu'on fait. Peut-être que je te laisse aussi commenter cette slide, Cédric, hein, parce que c'est vraiment ton point. Voilà, donc nous, en fait, le projet va se passer en plusieurs phases, donc qui sont au nombre de 5, dont la première phase qui sera la partie réunion de lancement. C'est-à-dire qu'on va expliquer et on va mettre en place le planning, donc qui est vraiment très important. On va former les utilisateurs pilotes, ce qu'on appelle les pilotes ou référents métiers, à l'utilisation du CRM en standard pour qu'ils puissent, lors des différents ateliers, avoir déjà une idée des différentes fonctionnalités qui sont déjà présentes dans notre logiciel. Ensuite, on a la phase, nous, ce qu'on appelle de personnalisation. Donc, on va faire ce qu'on appelle les ateliers fonctionnels, c'est-à-dire qu'on va se réunir avec votre équipe pour pouvoir pardon, je vais juste changer d'endroit, pour pouvoir réaliser les différents ce qu'on appelle le DSF, c'est-à-dire le dossier des spécifications fonctionnelles, sur lequel nos équipes techniques s'appuieront pour réaliser en fait les différents paramétrages optionnels qu'on aura décidé lors de ces ateliers.
Je mettrai aussi dans cette phase de personnalisation déjà commencer à réfléchir sur la partie reprise de données, puisque parfois dans certains projets, la reprise de données, on l'aborde à la fin du projet, mais cette partie reprise de données est très importante et elle est très consommatrice de temps. Donc, je la mettrai aussi dans cette partie personnalisation. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, souvent, lors des ateliers techniques, on dédie un atelier spécifiquement à cette partie reprise de données. Autant les équipes de net vont avoir à cœur de vous réaliser un outil qui soit vraiment à 100% de ce que vous voulez en termes de besoins, autant vous jugerez du succès de ce projet à la somme de à la fois on va dire le contenant, hein, donc l'application qui met en musique vos processus, avec le contenu. Donc, si effectivement on travaille fort pour et dans de bonnes conditions et avec une super ambiance pour mettre en place un super outil, mais que derrière on met moins d'efforts sur la reprise des données et que les données dedans sont de moins bonne qualité, bah, l'impression générale, ce sera d'avoir un moitié de succès ou un demi-échec. Donc vraiment, la partie reprise de données, c'est un point qui est important. Exactement, puisque la première chose que vont faire vos utilisateurs, c'est aller voir s'ils retrouvent leurs informations dans le nouveau CRM. Donc voilà. Donc ensuite, on a la phase 1 bis. Donc la phase 1 bis, c'est ce qu'on appelle, lorsqu'on a posé tout le squelette du CRM, c'est-à-dire qu'on a défini toute la structure, les champs et les enchaînements, on peut avoir des phases où on accompagne votre prestataire web sur les API de net, on réalise des interfaces avec différents outils et on réalise bien sûr les reporting. Ensuite, la phase reprise de données. Donc là, en fait, c'est pas la phase où on va analyser comment on va reprendre les données, mais la phase où on va intégrer vos données, suivant les règles qu'on aura définies dans l'atelier de personnalisation, où on réalise les tests d'intégration et surtout on vérifie si tout se passe bien. Et ensuite, bien sûr, très important, et ça j'insiste là-dessus, toute la partie accompagnement à la recette et les tests, puisqu'il faut au moins prévoir entre 3 semaines et 1 mois de tests et avec des plages bien calées dans l'agenda de vos utilisateurs référents pour réaliser ces tests. Puisque sans ces tests, en fait, on va arriver à un déploiement sans que l'application soit testée. Et ça, moi, je ne le souhaite pas personnellement en tant que consultant fonctionnel. Et de ces tests vont découler la mise en service de l'application et toute la partie formation, bien sûr, de vos équipes à l'utilisation du CRM. Un point sur lequel j'insiste aussi. Alors effectivement, vous voyez, c'est une démarche projet relativement standard, mais il y a quand même quelques jalons importants. Donc effectivement, à l'issue des ateliers, Cédric là, en a parlé. On a ce document, hein, ce document de synthèse qui s'appelle le DSF. C'est un acronyme qui veut dire le document des spécifications fonctionnelles. On pourrait dire que c'est le recueil. En fait, c'est le recueil des différents comptes rendus qui ont été réalisés à l'issue de chacun des ateliers de personnalisation. Et ce DSF, en fait, il va avoir pour vocation à concaténer l'ensemble des décisions qui auront été prises pour orienter le paramétrage particulier de l'application. Donc ça, ce DSF, c'est ce qu'on appelle un livrable. C'est un point d'étape pour lequel on va vous demander de valider. Donc cette validation, elle a une valeur quasi contractuelle parce que ensuite, en fonction de cette validation, on pourra lancer les phases suivantes et en particulier les phases de réalisation proprement dit. Et donc, effectivement, c'est important qu'on soit bien d'accord sur la compréhension, d'où la nécessité de bien formaliser les éléments. Ensuite, il y a effectivement une autre livrable, c'est en phase 4, c'est ce qu'on appelle la VABF. La VABF, encore une fois, un acronyme qui est la vérification d'aptitude au bon fonctionnement et qui va on va dire, donner quitus à la recette. Alors la recette, bon nombre d'entre vous savent ce que c'est, mais c'est pas de la cuisine, c'est vraiment une phase dans laquelle on va vous demander de confirmer que les décisions qui ont été prises dans les ateliers ont bien été suivies des faits dans le paramétrage et que les arbitrages qu'on aura réalisés et qu'on aura actés dans le document de spécification fonctionnelle, ils fonctionnent bien comme décrit dans l'application.
Donc, cette VABF, c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'elle nous dit, OK, vous avez vérifié, vous avez confirmé, ça paraît bien. Sachez que sur ces aspects-là, quand je dis vous, ce n'est pas uniquement un travail de votre côté. Bien souvent, on propose, et nos clients acceptent, que on les accompagne dans cette recette parce que c'est pas forcément quelque chose qui vient naturellement et c'est pas forcément facile de tester une application qu'on découvre ou qu'on commence à découvrir. Donc là-dessus, les équipes de Cédric accompagnent et on fait des ateliers de recettage, comme on pourrait faire des ateliers de Voilà. spécification. C'est-à-dire qu'on bloque vraiment les gens pour qu'ils puissent recéter et on ne laisse pas les gens dans la nature en disant recétez quand vous avez le temps, en fait, puisque c'est un peu là Oui, voilà, ce qu'on souvent. rencontre un peu sur certains projets, mais maintenant on souhaite accompagner les gens dans la recette puisque mieux l'application est recétée et mieux ça se passe à la mise en production de l'application. Et puis le dernier point, c'est effectivement la VSR. Et la VSR, c'est la vérification de services réguliers. Si l'application est désormais mise en production d'un point de vue opérationnel et donc utilisée et exploitée quotidiennement par l'ensemble des collaborateurs qui ont accès. Ce PV de VSR permet de confirmer que effectivement l'application est conforme, fonctionne bien et que tout va bien. Pour autant, ça va être mon dernier slide, c'est que ce n'est pas forcément et ce ne doit pas être considéré comme étant la fin du projet finalement. On a beaucoup travaillé, on s'est beaucoup impliqué pour mettre en place une solution. Ensuite, il va falloir animer ce projet. Donc, ce dernier slide, il va avoir pour nous donner nos conseils ou nos inputs sur la démarche de conduite du changement. Et on va distinguer deux phases. C'est pendant le projet. Qu'est-ce qu'on va mettre en place comme outil ou qu'est-ce qu'on va vous proposer comme outil pour justement animer, conduire et manager le changement. On va vous proposer de mettre en place, on propose à nos clients, lorsqu'on travaille avec eux, de mettre en place deux instances. Un comité de pilotage qui se réunit à intervalles réguliers, toutes les 3 semaines ou un mois, qui va être un comité de suivi, on va dire, macro du déroulé du projet. L'objectif, ça va être de suivre l'avancement du projet, de faire des choix fonctionnels ou prendre des arbitrages, de pouvoir prendre des décisions sur l'organisation pour tenir les objectifs fixés et de pouvoir se mettre des indicateurs ou suivre des indicateurs pour la qualité et le budget du projet. Ça, c'est important d'avoir effectivement cette instance qui se réunit régulièrement. Et puis ensuite, d'un point de vue beaucoup plus opérationnel, c'est des suivis qui peuvent être d'ailleurs qu'on propose d'organiser de manière quasi hebdomadaire. C'est souvent des points téléphoniques ou via Teams sur une demi-heure ou une heure qui vont avoir lieu chaque semaine et qui vont consister en un échange téléphonique entre le chef de projet, un garçon comme Cédric, et l'interlocuteur chez vous qui est son homologue, le chef de projet côté client, et qui va faire le point sur la semaine, les réalisations de la semaine, où est-ce qu'on en est, détecter très vite les dérapages ou les difficultés que l'un ou l'autre peuvent rencontrer, de façon à pouvoir lever les écueils très vite plutôt que de les découvrir en fin de projet lorsque ce sera trop tard ou que les impacts auront une importance qui sera beaucoup plus difficile à gommer. Donc voilà, c'est des points importants. C'est pour éviter ce qu'on appelle l'effet tunnel. Donc, c'est-à-dire qu'on reste en contact et en adhérence avec vous pour que vous puissiez vous rendre compte de l'évolution du projet. Oui, vous rendre compte, vous participer, que vraiment il y ait vraiment un travail en communauté qui se fasse, de façon à ce que lorsque vous mettiez en route la solution, il n'y a pas de surprise sur quoi ou sur les mesures. Tout a été échangé en transparence, les décisions ont été prises au fil de l'eau, et lorsqu'elles sont prises rapidement et anticipées, on évite d'avoir des points de friction, des points de blocage sur des choses qu'on ne se serait pas dites, et ce serait dommage d'avoir un échec de projet ou d'avoir une difficulté juste sur un défaut de communication. Donc ces éléments de gouvernance du projet, c'est vraiment des vrais vecteurs de la conduite du management du changement. Et puis ensuite, dernier point, c'est après le projet. Après le projet, l'application est lancée. L'application, elle va avoir pour vocation à vous accompagner tous les jours et d'accompagner le fonctionnement des utilisateurs tous les jours. Donc, on conseille à nos clients de mettre en place un comité des utilisateurs qui est souvent composé du chef de projet côté client et puis des utilisateurs référents pour qu'ils puissent se réunir régulièrement. Alors, c'est pas forcément toutes les semaines.
mais régulièrement de façon à ce que il puisse y avoir un point régulier sur l'utilisation, sur les difficultés rencontrées par l'utilisateur, sur les pistes d'évolution. Hein. On a dit que on avait défini des choix, des priorités. Eh bien, voilà, les environnements tant économiques que sociaux, qu'organisationnels peuvent être mouvants. Donc, une priorité qui n'en était pas une au moment du lancement du projet peut le devenir extrêmement urgente 6 mois après. Bah, il faut pouvoir voilà, remonter ces informations-là, les suivre, prendre des décisions et éventuellement recoordonner un projet avec Edonet et suivre les projets additionnels avec Edonet. Donc ça, le comité d'éducateurs, c'est quelque chose, c'est un outil qui est un outil d'animation important qu'on conseille de mettre en place à nos clients. Et puis, en fin des formations, hein, effectivement, bah voilà, la vie des organisations, des entreprises est faite que de départ, d'arrivée, de changement aussi. Hein, un outil comme Donet a pour vocation à industrialiser des processus d'interaction entre les personnes. Donc ces interactions, elles changent. Hein. Aujourd'hui, on fait comme ça, demain, on fera un peu différemment. Eh bien, il faut pouvoir maintenir toujours un bon niveau de connaissance et de formation des utilisateurs sur l'application de façon à ce qu'ils en tirent vraiment le bénéfice maximum. Donc, voilà, on a, nous, des services de formation, des offres de formation, qu'elles soient en ligne ou en présentiel, en inter ou en intra, hein, qui permettent à nos clients de toujours garder un bon socle de connaissances sur leur outil. Ces formations peuvent être aussi des actions de formation internes hein, qui sont animées par le comité des utilisateurs, mais on vous invite à avoir de manière un peu récurrente et un peu en fil rouge sur l'utilisation ces actions de formation pour maintenir et garantir un fort niveau de connaissance de l'application. Voilà, moi je dirais plus, j'ajouterais également, après la mise en place du projet chez vous, le déploiement du projet, n'hésitez pas à programmer une formation 15 jours ou 3 semaines après les premières utilisations avec vos utilisateurs. Comme ça, afin de répondre aux différents, ce qu'on appelle, comme le dit Thomas, le comité des utilisateurs, afin de remettre, entre guillemets, une couche sur la partie Edonet et surtout répondre aux éventuels blocages que les utilisateurs auraient eu lors des différentes manipulations. En fait. Voilà, en quelques mots, enfin en quelques mots, j'ai dépassé un peu mon créneau, mais en tout cas, je vous remercie de votre attention. Si vous avez désormais des questions, je serais ravi de pouvoir y répondre. Alors, je vais demander à Isabelle si elle a pu noter parmi les questions du chat ou des questions des questions de pouvoir me les communiquer. Et puis, je vais essayer d'y répondre. Cédric ou moi, on va essayer d'y répondre de manière la plus précise possible. Oui, alors en effet, j'ai une question en fait de Madame Vavran qui, à la demande de sa directrice, souhaite savoir s'il y a un minimum d'intervenants, d'utilisateurs au CRM chez Edonet. C'est une association qui compte aujourd'hui 3 permanents qui souhaite mettre en place ce type de solution et savoir quelles sont les modalités et les critères. Alors, oui, hein, l'application Donet va être utile. J'ai envie de dire, à partir du moment où vous êtes une équipe, ça commence à 2. Maintenant, effectivement, l'investissement peut être, pour une équipe de 2, peut être un peu lourd, mais en fonction des enjeux, il peut être aussi tout à fait, comment dire, justifié. Ce qu'il faut savoir, c'est effectivement, mais ça, éventuellement, je répondrai à chacun de manière un peu personnelle, c'est que on a on va dire, un ticket d'entrée hein, qui correspond à un minimum d'abonnement annuel, de souscription annuelle, qui correspond à 5 accès. Donc, effectivement, pour 3, il n'y a aucune difficulté à souscrire pour 3. Et ça vous permet d'avoir toujours un petit peu de marge. C'est-à-dire que si l'organisation devrait grandir ou s'il devait y avoir des embauches, eh bien, vous aurez la possibilité d'ajouter des collaborateurs à l'équipe et à l'utilisation du CRM sans difficulté et sans souscription additionnelle, tout du moins pour les 2 suivants, si vous partez de 3. Alors, j'ai une autre question, Thomas, de Madame Cancard, qui demande comment vous différenciez-vous de l'application Slack, par exemple? Alors, l'application Slack, c'est une application, alors pour ce que j'en sais, hein, mais c'est une application qui est plutôt, on pourrait dire, une plateforme collaborative. Alors, c'est une solution qui n'a pas forcément la même ambition ou tout du moins les mêmes objectifs que Donet. Une application comme Slack, mais qu'on pourrait aussi, on pourrait aussi avoir des solutions alternatives comme Jamspot ou Jalios, Voilà.
on va plutôt parler de ce qu'on appelle des réseaux sociaux d'entreprise. Donc, ce sont des plateformes collaboratives qui vont permettre de pouvoir échanger des documents, chatter en ligne, mais qui vont pas avoir de vraie dimension de gestion ou de suivi. Pour autant, la question est très intéressante, c'est que on en parlait dans un des slides, c'est que l'application Odonet peut s'interfacer avec des solutions tiers et en particulier avec des applications comme Slack de façon à, je vais vous donner un exemple très concret, c'est de dire, bah voilà, j'ai des adhérents et parmi ces adhérents, certains participent à des commissions ou des instances, et bien c'est de se dire, lorsque j'ai Monsieur Leroy qui rejoint la commission sociale de mon organisation professionnelle, eh bien, automatiquement, par le biais de cette interface et d'un automatisme, eh bien, je vais aller créer son profil de participant au groupe collaboratif dans Slack qui permet aux différents membres de cette commission d'échanger entre eux ou de partager des documents. Donc, vous voyez, il peut y avoir vraiment une complémentarité entre un outil comme Donet et un outil comme Slack. J'espère avoir répondu à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Isabelle? Non, pas à ma connaissance. Une autre, Madame Vavran, qui pense que tu n'as pas tout à fait répondu à sa problématique pour son association. Je lui demande que tu puisses lui répondre tout à l'heure, en fait. D'accord. On connaît bien l'association et on est déjà en relation avec notamment la déléguée générale, donc je demande à ce que tu puisses la rappeler tout à l'heure. Parfait. Bah, écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, eh bien, il me reste à vous remercier de votre intérêt, de votre participation. Thomas, tu avais juste une question sur l'hébergement de données. Oui, en effet, qui vient d'arriver de Monsieur Alexandre Tournant. Oui. La solution Eudenet est hébergée où? Alors, oui, merci de poser cette question. C'est effectivement une solution, donc la solution Eudenet est une solution qu'on appelle en mode SaaS. Donc, ça veut dire que nos clients nous confient l'hébergement de leur applicatif et donc de leurs données. Alors, première chose, c'est que les données restent la propriété de nos clients à tout moment, mais effectivement, vous nous en confiez l'hébergement. L'hébergement est confié à un partenaire Eudenet qui s'appelle Link by Net, qui est un partenaire français dont les serveurs sont en France, dans une solution qu'on appelle de cloud souverain. C'est-à-dire que effectivement, les données, comme l'application, ne sont pas sur des serveurs qui sont localisés hors de France. On pourrait être dans l'Union européenne avec le RGPD, mais on a choisi en France et dans une solution qui s'appelle Cloud Souverain. Donc, on n'est pas soumis à des législations extraterritoriales américaines comme le Patriot Act, qui autorise les services de sécurité nord-américains à pouvoir aller piocher dans les données si ils estiment qu'il y a un enjeu de sécurité nationale. Et ça, même si la solution est utilisée hors des États-Unis. Une autre question, Thomas, qui est en complément de la question sur l'application Slack par rapport à Teams, en fait. Et une autre question de cette plateforme, excuse-moi, je te coupe, qui est comment intégrez-vous la partie RGPD? Très important. Ouais, alors. Le RGPD, donc effectivement, dans Odonet, c'est un outil qui a pour vocation à intégrer des données personnelles. Bien sûr, c'est une base de données dans laquelle vous allez mettre des données qualifiant des contacts, donc des personnes physiques, et des données considérées comme étant personnelles de ces contacts, leurs coordonnées, leurs emails, leur téléphone, et ainsi de suite. L'application Odonet est compliant avec le RGPD, c'est-à-dire qu'elle propose des fonctionnalités natives et standards qui permettent de gérer la qualification de ces informations, de pouvoir les qualifier en tant que données personnelles et ou sensibles, de pouvoir disposer de fonctionnalités d'anonymisation, des fonctionnalités de gestion de ce qu'on va appeler les interactions, donc les consentements, de pouvoir tracer les consentements, et d'avoir aussi des outils qui vous permettent d'exporter ou d'extrapoler, tout du moins de produire le fameux registre de traitement des données qui peut vous être réclamé par la CNIL, qui est en charge de la mise en œuvre du RGPD au niveau du territoire français. Pas d'autres questions, à part en effet par rapport à tout à l'heure, la question sur l'application, la même question par rapport à Teams, l'utilisation de Teams. Alors,
Oui, ma réponse va être un peu semblable, hein. Teams, c'est effectivement une plateforme collaborative qui permet d'échanger des informations, des documents. On parle plus de réseau social d'entreprise ou de plateforme collaborative plutôt que de logiciel de gestion de la relation. D'autant plus que Teams va être utilisé de façon beaucoup plus inter-organisation que plutôt trans-organisation. Donc typiquement, un outil comme Slack ou un outil comme Genspot ou Jalios, éventuellement Teams, mais à vérifier, hein, va pouvoir être sur la même instance de Teams partagée dans des personnes qui participent, enfin, qui sont dans des entreprises ou des organisations différentes. Donc effectivement, on réalise régulièrement des projets chez Odonet dans lesquels on a des interfaces entre des outils de ce type, donc Slack, Teams, enfin Teams, pas à ma connaissance, mais Non, pas un Teams, non. Jamespot et Jalios, par exemple, de façon à permettre à avoir de la transversalité entre adhérents. Thomas, une autre question de Monsieur Tournant également. Edonet est-elle une solution web ou un logiciel? Alors c'est un logiciel, mais qui est un logiciel web, Web. qui est donc accessible via un navigateur internet qui est commercialisé sous la forme d'un abonnement, hein, ce qu'on appelle le mode SaaS, donc une souscription annuelle calculée sur le nombre d'utilisateurs qui souscrivent à cette solution et qui est accessible via l'ensemble des navigateurs et qui est proposé aussi par le biais d'une application qui est incluse aux abonnements. Une application disponible sur les téléphones portables iOS et Android. Pas d'autres questions a priori, j'attends quelques instants, Thomas. Tu as une question sur la partie certification Calliope. Ah ben voilà. Alors, oui, effectivement. Excuse-moi, l'application Edonet permet-elle de répondre aux critères de la certification Calliope pour la partie formation? Alors, j'ai pas en tête le référentiel de notation de cette norme Calliope, hein, qui est effectivement, je crois, une norme qui permet de définir un niveau de qualité d'organisation pour une organisation professionnelle. Cependant, un outil comme Odonet, mais comme tout outil de gestion interne, vont être des outils qui vont vous permettre d'industrialiser les processus qui sont des processus de traitement qu'on va retrouver dans des référentiels de qualité comme Calliope. Ça me paraît tout à fait évident. Donc effectivement, un outil centralisé de gestion de la relation adhérent, à mon sens, est quasi obligatoire lorsqu'on veut souscrire, lorsqu'on veut correspondre aux références Calliope. Une autre question, Thomas, de Madame Cancard. La définition de l'utilisateur, tout à l'heure, tu parlais des abonnements par utilisateur. Qu'est-ce qui est considéré comme un utilisateur chez Edonet? Alors, un utilisateur Odonet, ça va être un collaborateur, un permanent, quelqu'un qui travaille ou qui anime l'organisation, l'association. Donc, bien souvent, on parle de permanent pour les associations ou les fédérations et les syndicats. On peut aussi avoir des élus impliqués, donc des élus qui ont des tâches de gestion opérationnelle dans l'application. Mais typiquement, ça va être l'ensemble des personnes qui vont agir sur la donnée, qui vont mettre à jour une fiche contact, qui vont lancer un emailing, lancer un appel de cotisation, qui vont répondre à une question. L'ensemble des personnes qui vont agir sur la donnée vont être considérées comme des utilisateurs. Cependant, on a vu que l'application pouvait être connectée à des sites web, des interfaces. L'adhérent lui-même, et plutôt l'adhérent n'est pas considéré, même si il peut agir sur sa donnée par le biais d'un extranet, par exemple, ou par le biais de l'API. L'adhérent n'est pas considéré comme un adhérent, comme un utilisateur, et à ce titre n'a pas besoin de souscrire un abonnement en particulier. Une autre question de Monsieur Tournant qui te demandait tout à l'heure si c'était une solution web ou logiciel. Sa question, c'est donc pas besoin de passerelle vers nos réseaux internes pour y accéder?
Tout à fait, tout à fait. Alors ça, c'est effectivement, ça, dans les temps de télétravail, Travail, c'est important. c'est important, c'est qu'effectivement, j'ai eu pas mal de mes clients qui m'avaient fait un petit mail très gentil d'ailleurs dans ce cadre-là pour se féliciter du choix de Donnet pendant la période du printemps dernier, parce qu'effectivement, leurs organisations respectives ont pu continuer à opérer sans quasiment aucune interruption, parce que les collaborateurs avaient accès à l'information par le biais de leur navigateur sur leur ordinateur personnel au domicile. Ça, pas besoin d'avoir accès via un VPN, par exemple. Je vérifie. Il me semble que c'était la dernière question posée. À moins que Cédric est plus rapide que moi en voix, mais Non, c'est bon. voilà. Un peu d'autres. En tout cas, je vais conclure ce webinaire parce qu'il commence enfin, j'ai très largement dépassé le temps que vous m'avez gentiment accordé. Cédric et moi, ainsi qu'Isabelle, on vous remercie de votre attention pour Nous ce. vous remercions également pour les Bonne commentaires journée. que vous mettez Oui. au travers du chat à tout le monde. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à nous solliciter, moi-même, Cédric, Isabelle, si vous souhaitez prolonger cet échange en parlant de vos projets ou de vos réflexions CRM particulières. D'autre part, je réitère mon souhait de pouvoir vous diffuser le plan de type de cadrage sur les projets CRM. Donc, n'hésitez pas à nous le solliciter, à nous le demander, et je me ferai un plaisir de vous le diffuser. Ce sera pour vous, j'espère, un accélérateur de vos réflexions. Et puis, encore une fois, merci. Et puis, j'espère pouvoir vous rencontrer autour d'un beau projet CRM d'ici cette fin d'année ou l'année prochaine. Encore une fois, un grand merci pour ce webinaire. Ce webinaire a été enregistré, donc nous serons en mesure de pouvoir vous le diffuser. Je crois même que La plupart des personnes l'ont souhaité, donc je vais veiller à ce que ça puisse être diffusé aux participants de la même façon que le plan de cadrage. Voilà, donc de toute façon, je crois que la plateforme Livestorm va vous proposer d'envoyer un lien de téléchargement de cet enregistrement. Merci encore. Il me reste à vous souhaiter un excellent appétit parce que c'est l'heure de déjeuner. Toute l'équipe se tient à votre disposition si vous aviez des questions complémentaires. Merci à tous, excellente Merci à journée, à tous. Bonne bientôt. journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.